Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 37 de C'est qui en pôle pour discuter donc du Grand Prix de Saint-Marin. Comment ça va Pierre ce soir ? Ça va super, petit week-end au festival moto, c'était cool. Ouais, j'ai vu les photos, plein de motos toutes rouges. Ouais, des motos, et puis il y a des voitures aussi, mais j'ai pas pris de photos, faut pas déconner. Et ce soir, on a le grand retour de notre star américaine, australienne, japonaise. Steph, comment ça va ? Oui, je suis allé me ressourcer sur les terres respectivement de Bellis, Stoner et consorts, et puis chez les constructeurs nippons quand même, parce que voilà, j'ai été un peu leur expliquer comment on faisait de l'électronique avec les ECU. Donc ça n'a pas encore pu être pris en compte pour Saint-Marin, on en parlera, mais j'ai de bon espoir qu'ils y arrivent. J'aurais dit, vous éteignez, vous rallumez. Ouais. Voilà. À la free quoi, à la hotline de free. Oui. Vous êtes bien branché, en fait. C'est bon. Dès que t'as un truc électronique, t'éteins, tu rallumes. Donc voilà, j'espère que mon travail portera ses fruits. J'enverrai la note à Tavoulia. Bon, il y a quand même eu quelques petites news ces derniers jours, donc en amont du Grand Prix de Saint-Marin. Pierre, qu'est-ce que tu as de beau à nous raconter ? Donc on a Karim El-Abraham qui a signé chez Avintia pour les 2 prochaines années. Christophe Ponson a remplacé Tito Rabat pour la course de Misano, donc un petit français. J'espère qu'on le reverra pour la suite parce que Tito Rabat il est pas prêt de revenir. Après je sais pas. On a Folger qui sera officiellement pilote d'essai Yamaha l'année prochaine. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour Rossi et Viñales parce qu'ils auront enfin un pilote qui sait rouler, je pense, qui pourra les aider à développer la moto quoi. Ouais, ça va faire une paire de bras en plus pour développer cette Yamaha capricieuse. Hein. Exactement. Steph, d'autres news ? En parlant de caprice, il y a respectivement Aprilia et Iannone qui sont quand même pas exempts de caprice. Bradley Smith va prêter main forte chez Aprilia pour aider Espargaro, Alex de son prénom, et Iannone à développer la moto parce que là, effectivement, dire qu'elle est en manque de résultats, c'est un euphémisme. Ça fait un peu de la peine eu égard à l'histoire d'Aprilia, mais il se murmure aussi qu'il y aurait un Biaggi dans les limbes qui viendrait porter des conseils. Connaissant le Lascar, il s'est peut-être assagi avec sa Nirdes expérience, mais à part foutre la grouille, j'ai pas connu Biaggi autrement dans les écuries. Là, je pense qu'à l'âge canonique qu'il a, il s'est peut-être calmé, il va faire son grand sage. Ouais, Biaggi, je crois qu'il avait dit qu'il se mettait largement en retrait suite à son dernier gros crash. En retrait des trucs qui roulent, mais s'il peut venir cachetonner et donner son avis, je ne sais pas du tout. C'est ce que disait Tissier et consorts au micro d'Eurosport, que Biaggi serait aussi... En fait, il disait, et ça c'est pas faux, je crois que Biaggi est maqué avec Aprilia pour de la représentation. Ouais, ambassadeur quoi. Ambassadeur, alors peut-être aussi qu'il fait un peu pas un manager, mais sorte de grand Manitou d'oracle. Il va faire le Kevin Schwantz d'Aprilia. Ça tombe bien vu qu'Iannone arrive. Si c'est pour me débranler à Iannone, c'est pas mal. Mais laissez-le, Iannone, je suis sûr qu'il va réussir chez Aprilia. Vous allez voir. C'est sûr que, et peut-être en mathématiques, moins fois moins, ça fait plus. Mais moins plus moins, ça fait moins. Donc je ne sais pas, il faudra voir le signe. Après, de toute façon, Iannone, c'est assez foutu de lui pour après pouvoir déjà saluer qu'il a redressé le cap en fin d'année dernière. Puis cette année, c'est pas si pire. Ouais, il y a quelques bonnes courses quand même, ouais. Ouais. Non, mais on aime bien se moquer de lui, mais ça reste un top pilote. De toute façon, on le sait tous. Hein. À part quelques-uns bizarres, tous les mecs qui sont sur la grille, c'est des tueurs. Hein. J'ai eu des bizarres, un Belge, un Japonais, mais... oh là là. T'as bien fait de revenir, j'ai pas bitché pendant 2 mois, là. Steph, un petit mot sur la conférence de presse, alors, du coup. Oui, la Commedia dell'Arte, ça tombe bien, puisque c'était en Italie. Hein, la Commedia dell'Arte, c'est la comédia fait par les professionnels de la profession, donc du théâtre. Hein. Et les scénaristes de la pièce, c'était les journalistes qui ont commencé à... éventuellement à faire dire à Marquez qu'éventuellement il serait prêt à faire un geste vis-à-vis de
homologue italien à faire la paix, entre guillemets. Après ça, c'était la veille de la conf de presse. Et le jour de la conférence de presse, il y a eu effectivement la main tendue physiquement, et pas dans la gueule, de Marquez à Rossi. Mais Rossi a croisé ses bras, a boudé comme un enfant de grande section, on va dire, pas CP. Et avec un petit sourire narquois en disant non mais ça va pas. En gros, Ouais, oui, bon, donc je crois que Pierre n'est pas fan de cette attitude d'enfant gâté. Non, juste avant, Rossi, le journaliste lui pose la question. Rossi dit non, il n'y a aucun problème entre Marc et moi. Et du coup, le journaliste, à la question suivante, il dit à Marc, dans ce cas-là, vous pouvez vous serrer la main. Marc, il tend la main et Rossi la tend pas. Et voilà, donc en fait, si, il y a un problème. Donc si ça, tu dis il n'y a pas de problème et tu serres la main, et même si tu sais que derrière que ça, c'est pas le cas, et tout le monde sait que Marquez et Rossi, ça marchera jamais. Mais si tu dis que ça va, tu serres la main, ça te coûte rien, et voilà, quoi, je sais pas, c'est un peu débile, et je me suis accroché avec mon nouvel ami Twitter, Ouro, sur Twitter, dans la semaine, qui a un avis très tranché quand on parle de Rossi, apparemment. Donc, je pense fort à lui en parlant de ça, mais je pense que Rossi, sur le coup, il a fait une mauvaise opération de communication. Je pense que ça coûtait pas grand-chose. Pour une fois, ouais. Je suis d'accord avec toi, et malgré l'intérêt que je porte à l'animal, là, oui, c'était pas... Autant le mindfuck, le mind game, il peut jouer avec, mais là, ça n'a pas trop marché, je crois. Enfin bon, c'est presque un non-événement, c'est juste décevant. Après, voilà, comme tu l'as dit, il pouvait faire semblant, personne n'aurait été dupe. C'est ça. Et ça aurait peut-être été encore mieux, finalement. Ouais, le problème, c'est qu'il a déjà fait semblant l'année dernière. Ouais, mais c'était à l'issue de la course. Je pense que quand ils se sont tirés une bourre, l'adrénaline était encore là, et je pense que le fait qu'il lui ait tapé dans la main, c'était pas forcément aussi orchestré que dans une conf, tu vois. Je sais ça. Ouais. M'a semblé que c'était plus sortie de macadam, ça sent encore l'essence, et voilà. Alors que là, en conf de presse, ils sont en mode businessman, quoi. Ouais, après, c'est vrai que t'as bien fait de rappeler que c'est les journalistes qui ramenaient ça sur le tapis, et moi, il y a eu beaucoup d'extrapolation derrière tout ce non-événement, entre guillemets, et moi, au bout du compte, en extrapolant vraiment, en tirant très très fort le truc, la question derrière, c'était peut-être plus, est-ce que vous êtes prêt à devenir aussi robinet d'eau tiède que les pilotes de F1, quoi? Et Marquez, il dit oui, moi je tends la main, pas de problème. Et Rossi, à la vieille, il dit non, moi, ok, je veux bien dire qu'il n'y a pas de problème, mais de là à te serrer la main, il y a une limite. Et moi, je l'ai pris comme ça. Après, c'est vrai qu'il y a eu énormément de choses de dites, surinterprétées et tout, machin, en allant jusqu'à interpréter la position des bras croisés de Rossi. Ça reste de la conférence de presse, il s'y dit jamais vraiment des choses très intéressantes. Là, il y a eu une petite question de journaliste un petit peu à côté. Entre ça et dessiner des pistes idéales... Enfin, voilà, je suis déçu, il n'y en a aucun qui a fait une tub. Franchement, ils ont demandé à Yannone. Ah oui. Non mais je sais pas. J'étais surpris que Rossi dessine pas son ranch. Oh, ça les occupe. Ouais, voilà. c'est plus ça. Bon, après, c'est pas. Vu ce qui s'est passé ce week-end, on a vite oublié la polémique de toute façon. C'est ça. Parce que pour le coup, il y a des choses plus graves qui étaient en jeu. Mais c'est dommage qu'on voit ça, quoi. Que les pilotes soient pas amis, ça se comprend. Qu'ils soient pas fair-play. Marquez a été sanctionné pour ce qu'il a fait, on le rappelle. En Argentine. Voilà. Ouais. On parle pas de Sepang, hein. On n'en remet pas une. Non, c'est bon, on arrête. Non, tu remets pas 10 balles dans le jukebox. C'est toi qui es sage, tu dis non, 2015, c'est 2015. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. C'est ça. Donc oui, pour l'Argentine, je suis d'accord. Voilà. Ouais. Très bien. Bon, on va continuer quand même sur un petit mot donc du big boss, Espelata, qui a quand même lâché aussi en interview pour Movistar. De toute façon, il faudra bien que les courses elles puissent se tenir à l'avenir, que ce soit lundi ou mardi si besoin. Alors c'est pareil, c'est passé un petit peu sous le tapis, mais mine de rien, c'est pas innocent et c'est assez lourd de sens et de conséquences, puisque la majeure partie du problème c'était quand même le fait de pouvoir maintenir
les personnes nécessaires à la bonne tenue de la course le lundi et le mardi à Silverstone, les médecins, les marshals, etc. etc. Et si Carmelo il dit faudra bien que ça court, au bout du compte il faudra bien que ça court. Et là ça va être à mon avis compliqué parce qu'il y a d'autres intérêts en jeu que simplement la volonté de X ou Y. Et moi j'ai un peu peur que ça se reporte soit sur les teams qui vont devoir faire une grosse gymnastique avec leurs équipes pour pouvoir rester sur place le temps qu'ils puissent courir. Mais bon, on oublie aussi que le problème de fond, ça reste un problème de gestion de la piste et d'écoulement de l'eau, et qu'il faudrait surtout que l'homologation des pistes soit faite en tenant compte de ces événements-là. De manière à pouvoir courir dans la majeure partie des cas climatiques. Non, mais c'est un peu une posture de Tartuffe qu'il fait, parce que là, il parle dans son coin. Personne n'a osé la ramener, mais moi, par exemple, j'aurais pas envie qu'il y ait la guerre dans le monde, pour parler comme Miss France. Voilà. Je l'ai dit, je renverse la table s'il faut, quoi. Bon, c'est l'impression que ça me donne, quoi. Le mec, il bat des bras dans son coin, là, comme un T-Rex, mais je vois pas. C'est pas la première fois qu'il raconte une connerie. Après, je pense que c'est le patron, donc il y a forcément des enjeux financiers qu'on n'imagine pas, les contrats publicitaires, les chaînes de diffusion qui peut-être ont demandé à ne pas payer puisqu'elles ont pas pu diffuser le GP, j'en sais rien. Ah non, mais ça, j'imagine tout à fait. Donc ça se comprend qu'il y ait cette pression, on va dire, de ce côté-là, mais de toute façon, une course qui n'est pas annulée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il pleut, il y a la mousson à Sepang pendant 3 semaines, on attend 3 semaines non, je sais. Non, ils peuvent la faire sur le MotoGP PS4. Ah oui. Ils ont développé ça, en fait. Je pense qu'en fait, il avait ça dans son sac, il nous l'a pas dit. C'est pas con. Mais oui, et voilà. Voilà, ça y est, on en a trouvé. Ne me remerciez pas. C'est pour moi. Ou alors c'est en hydroglisseur, tout en drift, comme les trucs, tu sais, en Louisiane, où ils ont les grosses hélices derrière, là, pour aller chercher les crocodiles. Moi, j'ai plein d'idées, moi. Je vois ça. Non, ça t'a réussi. Je suis chaud, là. Après, je pense qu'il y a un système où on peut envisager effectivement de réserver le lundi au cas où, mais dans ce cas-là, faut que la Dorna puisse dédommager les teams de ses propres sous, parce que je vois pas comment les teams, surtout satellites, pourront financer ce genre de oui, ça c'est évident. Puis les circuits, j'ai pas l'impression que les circuits roulent sur l'or, en fait. Donc payer des marshals, payer des médecins. J'oublie des trucs, payer le service de sécurité, les flics pour barrer les ronds-points. Enfin, c'est énorme. C'est comme les matchs au Stade de France. C'est le dawa pour que les gens arrivent à la piste. Et puis une course qui se déroulera sans spectateurs, j'imagine, parce que du coup c'est lundi, c'est mardi, et pour le coup tu les auras quand même pas remboursés, parce que c'est un ticket où en bas c'est marqué éventuellement le lundi et non remboursé. C'est ça qui les intéresse, j'imagine aussi, en plus des droits. Bon. C'est vrai que c'est pas. Nous verrons, mais bon, moi je te dis, régler ça. En plus, si tu règles ça aux jeux vidéo, tu peux même faire ça online, quoi. Donc ils peuvent ne pas être là. Et on aurait des contrats pub. Lorenzo, il peut faire de la pub pour les débroussailleurs. Rossi pour sa pizzeria. Chacun chez lui. C'est vrai. Avec une bonne liaison fibre. Bon, on va parler aussi un petit peu de la moto électrique qui commence à faire un petit peu parler d'elle, puisqu'il y a déjà les dates qui ont été annoncées pour la saison prochaine. Donc il y aura 5 courses à Jerez-Le Mans, au Sachsenring en Autriche et à Misano, ce qui va faire à peu près des courses à peu près une course par mois, sauf au mois de juin. Pour un petit peu démarrer ce championnat. Alors normalement dans 15 jours à Aragon on devrait avoir le line-up. Là on a eu le line-up des teams qui reprend à peu près toutes les teams satellites du MotoGP et quelques teams de Moto2, Moto3. Je crois qu'il y a le 658 qui est en Moto3 qui va avoir une Moto-E. Bon, après, on va voir quels pilotes vont monter sur ces bécanes. Moi, ce qui m'a déçu, mais c'est parce que la catégorie m'intéresse, c'est qu'il n'y ait que 5 courses. Après, je peux entendre plein de raisons. Parce que je me dis, pour un truc qui débute, alors sauf s'ils font des essais privés ou quoi, ça fait pas grande
occasion de se faire la main, quoi. 5 courses sur les 20, ou c'est 20 la prochaine année? C'est 19, c'est 19 l'année prochaine. Et il y en a pas, c'est pas le Mexique qui était dans les rangs pour faire le 20e un jour? Il y sera pas. C'est 19 officiellement, ok, ouais. C'est 19. Il y a la Finlande aussi qui était sur les rangs, mais ça se fera pas. Ah oui, autant pour moi. Ok, j'avais pas suivi que ça se ferait pas. Ouais, sur les 19 courses, on n'en a avoir que 5. Moi, je reste sur ma fin, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien qu'il y en ait qui se courent. Donc, il va y avoir aussi des essais privés il va y avoir des essais au début de la saison. Peut-être c'est une question qui a déjà été évoquée et là j'ai raté les infos. Mais quel sera le degré de latitude de réglage ou de modif? C'est comme le trophée Clairefontaine, tout le monde a la même. A priori, ils auront tous la Moto I. La Moto I. Et ils toucheront à rien en fait, à part les réglages de suspat. Je pense qu'ils auront de toute façon des bases de réglage. Après, il doit y avoir forcément un calculateur moteur. Encore plus qu'en essence, c'est encore plus vital. J'imagine que ça va se rapprocher de la Moto 2 en termes d'autorisation de modification. C'est ça. Ouais. Sauf qu'il y aura le châssis. Non, il y aura différents. Non, le châssis sera fixé, je pense. Ça sera du châssis unique, ouais. Pour répondre à Steph, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il y ait que 5 courses, mais c'est vrai que par rapport au coût et les budgets, c'est une catégorie qui se lance. On n'est pas sûr de trouver beaucoup de teams, on n'est pas sûr de trouver son public. Donc c'est un peu comme la catégorie Super Sport 300 en Superbike, il court qu'en Europe, du coup sur 5 courses. Après, je trouve que le choix des circuits est assez intéressant et varié, du coup. Il y a différents tracés. Donc, on pourrait voir ce que ça donne à fond, en pleine ligne droite sur le circuit d'Autriche, à combien ça monte, ou sur le circuit un peu plus tortueux de Misano, c'est plus sympa. Après, ça va être le choc. Le choc, c'est le bruit que vont faire les motos. C'est-à-dire qu'elles vont rouler quasiment dans un silence de mort, on va juste entendre le Et peut-être que de deux choses l'une, soit culturellement on va s'habituer au fait que tel bruit soit synonyme de puissance, parce que je veux dire, on a été bercé au son des Harley pour certains ou des Ducati pour d'autres. Peut-être que le sifflement de la mort, ça va devenir synonyme de grande vitesse, mais ou alors ils font comme les Renault, le petit bruit insignifiant pour pas que les piétons se fassent écraser là, de la bagnole qui passe là. Ou alors le tut-tut des gros camtars. Non, mais plus sérieusement, ça peut faire effectivement bizarre. Sauf si justement dans les retransmissions de télé, ils amplifient les sons qu'ils captent dans les bécanes. Ouais, ils trouvent autre chose quoi. Et puis par contre, j'ai pas trouvé la réponse à ma question, mais parce que déjà il y a que 5 circuits, mais il y aura combien de tours, parce que l'autonomie des machines est forcément limitée. Je crois qu'ils ont donné une petite fourchette, ça va être entre 7 et 9 ou 7 et 11, je sais plus, mais ça va être ça va être très court. Hein. Ouais, forcément l'autonomie est. Ou sinon j'aurais une variante. La variante, c'est celui qui va le plus loin. Mais bon, ça va être une course de lenteur. Ouais, ils vont faire comme au trophée Elf, là on va s'endormir. Non, effectivement, il faut mieux faire quelques tours et puis voir comment ça se tient. Tu noteras qu'ils ont quand même évité l'Angleterre pour l'électrocution des pilotes. Eu égard à l'étanchéité, parce que je veux bien étanchéifier, mais faut que tu sois IP68, c'est combien 1 heure 1 mètre d'eau, non C'est ça, ouais. Les critères. Donc 1 heure 1 mètre d'eau, c'est pas sûr que ça tienne. C'est sûr. Bon, on parle de ce Grand Prix de Saint-Marin, donc commencer par le Moto 3 et la grille. Pierre. En pôle, on a Martin devant Rodrigo et Canet. Suivent Di Giannantonio, Bastianini et Bezzecchi en seconde ligne. Boulegade, Allaporta et Cornfield en troisième ligne. En Moto 2, on a une pole position pour l'Italien Bagnaia devant Schroeter et Pasini. En deuxième ligne, le Français Quartararo, Brad Binder et Navarro. Suivent Marini, Marquez 8e et Oliveira. On a Mir qui est 10e, Vierret 11e et Danilo, le deuxième Français, 29e. Steph, en MotoGP ? Alors là, je fais un peu plus long parce qu'il y a un système Q1, Q2, donc on va parler des cocus. C'est Pedrosa et Iannone qui se font attraper en Q1. Et ceux qui s'en extraient, c'est le même Pedrosa, mais Morbidelli qui tire son épingle du jeu. Q2, les Ducati sortent leur épingle du jeu, elles
plus que d'autres, hein, parce que t'as Marquez qui est un peu à la peine et qui chute à 6 minutes de la fin de la session, et surtout égal à lui-même. À peine il a fini de faire le roulé-boulé qu'il est déjà sur une course grande foulée pour aller vers son box, façon Benny Hill, tu sais, avec la musique derrière, pour finir. Et je crois qu'il a pu faire 2 tours, mais pas pu améliorer son temps. Mais bon, il est on fire. Il y a Miller qui va faire un peu le chien dans le jeu de quilles, parce qu'il va s'incruster en 2e place. Pendant ce temps, Lorenzo en profite pour empiler les super chronos et il prend la pole devant donc Miller qui est 2 et Viñales qui est 3. On peut remarquer que Lorenzo améliore son propre record de la piste. Donc si on résume, Lorenzo, Miller, Viñales en première ligne, et ensuite en embuscade Dovizioso, Marquez et Crutchlow. Rossi chez lui fait 7, Petrucci 8 et Zarco 9, donc on était un petit peu... Alors Zarco avait fait parler de lui en faisant le top 10 de la FP3 pour le coup, donc ça laissait augurer de bonnes choses. Après 9, bon, c'est pas infamant, mais alors Ponson il est en fond de grille, mais est-ce que vous comme moi avions lu la même chose à la fin de la première journée, qu'il était hors des temps? Ouais. C'est ça en fait, c'est là que je me suis rappelé, je me souvenais plus qu'il y avait cette notion de temps, un peu comme au Tour de France. Tu sais, tu prends le temps du meilleur et tu fais fois 1, truc, et puis si t'es pas dedans, au revoir. C'est ça. Il y a ça donc aussi en MotoGP. Bon ben déjà chapeau à lui parce qu'il arrive un peu comme ça avec sa Brupto. Il connaît ni les gens, ni la moto, ni la piste, j'imagine. Il y a tellement de gens qui sont candidats à piloter une MotoGP en pige que lui, je sais pas pourquoi il est arrivé. Tant mieux d'ailleurs. Déjà, ils ont demandé à Barbera. Qu'ils ont gentiment remercié l'année dernière, donc moi l'info... ils ont honte de rien. Je crois qu'ils lui ont demandé, il leur a dit non, ça m'intéresse pas, je me concentre sur ce que j'ai à faire. Si je me trompe pas. Après, pourquoi lui, je sais pas, j'ai pas fouillé. Parce que Baz, après qu'il s'est fait niquer à Silverstone, il voulait peut-être en remettre une couche. Enfin, ça se trouve, il y a des problèmes de contrat. Baz, c'est pareil. L'année dernière, ça avait été un peu problématique, son départ d'Avintia, donc je pense qu'ils lui ont pas redemandé. Ouais, et puis je crois qu'il y a Portimao qui arrive ce week-end, donc je pense qu'il avait pas besoin de courir une semaine avant. Tu vois, c'est un peu compliqué. Okay. Bon, après, moi, j'étais ravi qu'un Frenchie revienne et puis qu'il se fasse les dents. Ah bah oui. Mais je connaissais pas ce monsieur, donc c'est pour ça. Maintenant, je connais. Tu vois. Après, je veux pas bitcher, mais c'est vrai que c'est un team qui aime bien l'argent. Peut-être qu'il avait plus de sponsors que d'autres. Bon, c'est possible. Mais est-ce que Carrel aurait pas pu, tu sais, en cas de chute, prendre une deuxième moto pour faire un peu courir avec une deuxième chance? Non, bon. C'est comme les continues dans les bornes d'arcade. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On va passer aux courses. Passe au Moto 3. Ça part bien pour Rodrigo qui vire en tête devant Di Gianantonio et Martin. L'Italien va très vite prendre la tête et dès les premiers virages, belle bagarre en tête de course. Zanoni, wildcard italienne, chute très tôt dans la course suivi par Alonso Lopez. Devant, Bezzecchi se mêle à la baston et à la fin du deuxième tour, grosse chute qui met Massia, Canet, Sasaki, Bastianini et Bulega au sol. La chute est très très impressionnante. Cornfield évite le tas de motos et de gens de peu. Mais c'est Massia qui est parti en high side à la sortie du dernier virage et qui ensuite se fait percuter par les pilotes qui le suivent, comme ils suivent tous à la queue leu. Gros chute, c'était assez impressionnant. Devant, du coup, on a Bezzecchi, Dalla Porta, Rodrigo et Martin qui mènent la meute et qui ont pu creuser un peu l'écart suite à la chute de leur poursuivant immédiat. Et ça va être assez calme, du coup, les tours suivants. McPhee chute, mais pourra repartir. Le groupe à 5 en tête anime bien la course, il y a beaucoup de dépassements et il creuse encore un peu le trou au fil des tours. Il y a des pénalités qui tombent notamment en raison du non-respect des limites de piste. En Moto 3, ils aiment bien faire ça. Certains se sont fait piéger ce jeu-là, mais ça les empêche pas de continuer. Dans le deuxième groupe, on a du coup Cornfield, Foggia, Binder, Arenas entre autres, mais ils n'arrivent pas à remonter sur le groupe de tête. Devant, personne ne se détache non plus et ça nous donne toujours des belles actions, des beaux dépassements. C'est assez agréable à regarder. Bezzecchi chute à la fin de l'avant-dernier tour avec un assez gros high side. Il manque d'emporter notamment Martin dans sa chute. Ça passe à quelques
Enfin, ça passe même pas à quelques millimètres. Hein. Martin le touche. Ben, je sais même pas comment il évite de tomber. Du coup, le groupe reste à 4 pour la gagne devant. Du coup, Bezzecchi laisse s'échapper la tête du championnat. On a Dalla Porta qui s'impose dans le dernier virage, du coup sur la ligne devant Martin et Di Antonio. Rodrigo 4, Kornfeld 5, Arenas 6. Foggia pour la 7ème, Binder 8 et Mignot 9. Moi, je tiens à intervenir en tant que représentant délégué de la police du bon goût. Est-ce que quelqu'un a vu les lunettes de Dalla Porta pendant son interview au carré VIP ? Oui, j'ai vu. Je sais pas comment dire, en fait. C'est forcément miroir total, tu vois, les lunettes miroir. Mais en plus, c'est comme si ça avait été découpé dans du carton, une forme, en fait. Mais voilà, j'ai bugué, hein, je suis désolé. Mais en plus, c'est complètement insignifiant, donc indispensable à citer. Hein. Il faudrait que je te retrouve la photo de l'interview au carré. C'est pas le carré VIP, mais c'est le parc fermé. Ouais. Ah, attends, ouais, au parc fermé. C'est une catastrophe. Et je crois bien que MotoGP Addict a tweeté un truc un peu cryptique pour ceux qui n'ont pas vu. Il a dit les Italiens et les lunettes de soleil, c'est toute une histoire. Ah ouais. Parce que là, on a un vrai problème de police du bon goût. Je songeais à intervenir, et puis après, il y a eu l'affaire Fenati à traiter, donc j'ai envoyé le GIGN là. On en reparlera. On va dire qu'ils ont du bon goût pour le reste des vêtements, quoi. Mais bon, les lunettes. Oui, et les faut motos, bien que ça pêche. Oui, dans les lunettes, on a un problème. En plus, j'imagine qu'il a été obligé. Pauvre homme. Moi, je voulais revenir sur la grosse chute des 5 compères en début de course là. C'était vraiment assez horrible, quoi. Moi, j'en ai eu la chair de poule de cette chute. On a toujours peur qu'il y ait un pilote qui prenne extrêmement cher à se prendre une moto ou autre. Et en plus, pour une fois que Boulega encore faisait une course dans le top 10 cette saison, il se fait sortir victime collatérale. C'est vraiment, il a vraiment la poisse cette saison. Ouais. Et puis Bezzecchi, un petit mot. Je trouve qu'il a du mal à gérer ses fins de course. Il a fait un crash au dernier tour du Mans. Il a fait la même chose à la Seine. Et là, fin du deuxième tour, chute. Donc je sais pas si c'est un problème de mental ou s'il doit revoir sa gestion des pneus dégradés en fin de course. Mais il perd beaucoup de points, beaucoup de gros points à cause de ça, quoi. Il perd clairement, rien que sur cette course-là, il perd la tête du championnat et il aurait pu la garder devant Martin, mais comme tu l'as rappelé, les 3 chutes, ça fait 3 fois où il aurait pu faire podium, donc ça fait quasiment 50 points perdus sur des chutes vraiment dans les derniers tours. C'est dommage, hein. Puis comme tu l'as dit, la chute... Puis non, mais la chute du début de course là avec les 5 pilotes, voilà, vache, c'est impressionnant. Hein. Pour faire pire, faut retourner au Mans où on a vu une bécane voler à 2 mm du crâne d'un mec. Je sais plus qui c'était, mais ouais, c'est ça. Je sais pas si c'était Mir à l'époque, mais qui avait esquivé une bécane volante. C'était catastrophique. Moi, c'était sur un truc identifié, c'était un fluide quelque part, mais c'était le massacre aussi. On va passer à la course Moto 2 où ça part bien pour Bagnaia, Schroeter, Pasini, Oliveira et Binder. On va avoir la traditionnelle chute de Marquez dans le premier tour qui manque de bol, se fait harponner par Fernandez. Ça on y reviendra un petit peu plus tard parce que ça fait quand même pas mal de DNF pour lui. Kent va chuter également. On va avoir Bagnaia et Pasini qui se font la belle devant. Mir remonte bien malgré une place sur la grille un petit peu éloignée. Il remonte dans le top 5. Alors la course est mine de rien assez monotone. On va avoir un abandon de Marini sur casse mécanique à 16 tours de l'arrivée. Chute de Loves, pareil, à 13 tours de l'arrivée. Devant, Oliveira revient sur Pasini pour la 2e place, mais Bagnaia est clairement hors de portée. Il est vraiment intouchable sur la course. Alors, on va avoir Manzi qui chute. Et tout ce qu'on a vu, c'est que l'Italien s'est pas mal accroché avec son compatriote Fenati. Donc, ça dépendait sur quel biais vous le regardiez. Mais moi, j'étais sur motogp.com et ils n'ont pas tout de suite remontré ce qui s'était passé. On y reviendra un petit peu plus tard. Et donc après on va avoir Pasini qui va lâcher prise. Il est dépassé par Schroeter, Mir et il retombe à la 5e place. À 3 tours de l'arrivée, là on voit donc le drapeau noir qui est annoncé à Fenati. Et surtout on revoit les images qui sont à l'origine de ce drapeau noir où on voit qu'il revient à la hauteur de Manzi et qu'il appuie sur le levier de frein.
et donc qui fait guidonner la moto. Je pense que c'est ça qui va provoquer la chute de Manzi. On reviendra un petit peu là-dessus après la course. Donc on va avoir Bagnaia qui l'emporte sans avoir réellement été inquiété sur toute la course devant Oliveira, Schroeter. Alors ils vont un petit peu se titiller sur le dernier tour, hein, mais ça restera assez calme. Pasini 4, Mir 5, Baldassari 6 et Quartararo 7, Binder 8, Navarro 9. Et on a Danilo qui est 23e, donc assez loin des points encore une fois. Un petit mot sur cette course, Steph. Marquez s'est évoqué par d'éminents confrères de Seki en pôle précédemment, mais il a soit le signe indien si on a de la compassion, soit c'est Pierre Richard, quoi. Mais dans tous les cas, alors son gros problème c'est son nom, parce que comme il s'appelle Marquez et qu'il a fait des pubs pour les montres avec son frère, on a tendance à le mettre dans le même panier, mais bon, c'est vrai qu'il n'est pas obligé d'avoir le même package, on va dire. Et certains, comme MotoGP Addict, encore lui je le cite, réclamaient un test ADN. C'est vrai. C'est un petit peu vache, mais voilà, c'est comme ça, c'est comme Neufler, hein. Il y a un des deux frères qui est connu et l'autre pas, hein. Donc et puis Marini, qui vous le citiez récemment, doit faire ses preuves parce qu'il n'y a pas qu'à être le demi-frère de Rossi pour faire carrière. Là il a eu la Shkumun parce que bon, ça ressemblait à un pneu qui fume et pas de l'huile, mais en tout cas bon, il s'est arrêté sur panne. Ouais. Mais a priori c'était le pneu, le gommard qui, je sais pas. Bon, on peut quand même dire que Quartararo fait encore une fois une belle course. Enfin, par 4 et finit 7, faut le signaler. Donc on voit que il confirme des résultats corrects depuis. Ouais, il redresse bien. Ouais. Steph, tu nous parles des MotoGP ? Alors effectivement, j'étais devant ma télé en train de finir de manger le poulet dominical et Latipa qui sont partis bien en tête avec un Lorenzo dans l'ordre donc du premier tour en tout cas, hein, parce que dans les premiers virages il se passe des choses. Le premier tour voit Lorenzo devant Dovi, donc début de guerre fratricide potentielle, hein, avec Miller qui lâche pas le steak dans un premier temps, quatrième Marquez, Viñales et Rins. Alors Miller se sort au troisième tour du fait d'avoir surroulé a priori pour pas se faire lâcher, et ce qu'il dit dans ses interviews c'est que c'est sa faute, sa très grande faute, hein. Il se flagelle avec des orties, il dit qu'il est extrêmement déçu, mais bon il fait amende honorable. Et alors, au cinquième tour, ce diable de Dovi sape le moral de Lorenzo. Il n'y a pas d'autre mot, hein, parce qu'il le double. Sachant que Marquez reste en embuscade derrière, on ne sait jamais trop quand Marquez est derrière, s'il n'arrive pas à passer ou s'il attend, un peu comme un chat qui jouerait avec une souris à moitié morte, qui ferait déjà l'épicier. On peut le penser. Faire l'épicier dans le top 3 ou le top 2, ça va, mais pour Marquez qu'on a connu, ne jamais lâcher un grand prix d'utile s'exploser la tête dans le bac, là il a été presque sage, puisqu'en fait je dis presque parce que Dovi étant toujours premier et ayant pris le large de 2 secondes et quelques, tour 14 Marquez fait une manœuvre pour dépasser Lorenzo, mais se fait repasser à son tour 4 tours plus tard, et par Lorenzo qui tient bon. Et à 10 tours de la fin, il cravache à mort, parce que à chaque tour, il prend parfois 3, parfois 5 dixièmes par tour, ce qui est pas rien, hein, connaissant quand même le rythme des Ducats. Ce faisant, il tracte Marquez. C'est pour ça que ça me laissait à penser que Marquez faisait l'épicier, parce que quand Lorenzo met un coup de collier, Marquez il est toujours à 10 cm. Donc ça laisse à penser qu'il pouvait augmenter le rythme. Mais justement, le rythme est tellement élevé que Lorenzo, à 2 tours de la fin, se fout au bac, il perd l'avant. Et lui, comme 99% du paddock, quand il perd l'avant, il tombe. Hein. C'est pas comme son poursuivant. Le 1%, c'est le Marquez. Oui, c'est alors sur 23, ça fait quoi? C'est 4%. 4 ou 5%, ouais, ça fait 4%. Donc on a les 4% restants du paddock qui finissent par faire 2 mécaniquement, hein, derrière Dovi, sans pouvoir le rattraper parce qu'il restait 2 tours. Et comme je vous le disais, il y a peut-être un petit côté épicier. Enfin, on aimerait bien être ce genre d'épicier. Ouais. Je dirais que Lorenzo s'est fait une crutchlow, c'est-à-dire qu'il a roulé au-dessus de ses pompes.
C'est pas souvent, ça lui est arrivé par le passé. Une fois, il s'est fait un vieux high side sous la pluie, je sais plus si c'était en Malaisie, mais il a roulé trop fort pour ce qu'il pouvait à ce moment-là, ou ce que pouvaient ses pneus. Donc c'est ce que j'appelle se faire une Crutchlow, et le susnommé Crutchlow tire les marrons du feu sans trop le vouloir, parce que là, il fait podium de ce fait, puisqu'il était 4 pendant ce temps. Donc il devient 3e, et de ce qu'il dit en post-course, lui, il n'était pas parti pour mettre la misère à sa mécanique, parce qu'il était parti sur une carto assez calme pour ménager la chèvre et le chou. Il a pas trop compris, d'après lui, pourquoi Rins l'avait entre guillemets laissé passer, ou du moins c'était pas trop défendu. Mais en tout cas, il était assez content de cette bonne surprise. Donc le Crutchlow, on peut saluer son podium. C'est son 3e top 5 d'affilée. Là, je fais un peu mon off-bike, je prends les stats. 3e top 5 d'affilée. Donc pour Crutchlow, qu'on sait un peu, non pas lunatique, mais inconstant, c'est pas mal. Rins, lui, on n'oublie pas que c'est quand même un petit peu, même si c'est plus un rookie, la 4e place qu'il fait, elle est assez impressionnante. Vignales, moi il est presque content de faire 5 parce que ça fut pire par le passé, mais c'est pas non plus de son rang. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quitte à pas être de son rang, Rossi chez lui fait 7. Donc ça laisse aussi quand même à penser que respectivement 5 et 7, c'est quand même un échec pour Yamaha. Faut appeler un chat, parce que c'est pas le tout de venir s'excuser en conf, mais là, voilà, 5 et 7. Je sais aussi qu'on peut pas refaire une Brel, une électronique en 2 semaines. Mais waouh, enfin en 2 semaines, je sais pas combien de temps ça fait qu'ils sont fait. Ça fait 1 an et demi qu'ils ont pas gagné. Ah oui, non, je parlais du temps qu'ils ont dit, oh là là, on a fait de la merde, on va faire mieux. Bon. Mais la course de Rossi, je l'imagine terne, parce que je sais pas comment c'était sur MotoGP, est-ce que c'est la même flux TV, mais on ne l'a pas vu, parce qu'il était en train de grenouiller entre 7, 8, 9. Oui. Donc on l'a pas vu, parce qu'on regardait, enfin le réalisateur, il avait bien fait d'ailleurs, regarder le top 4. Peu cité parce qu'il a du mérite, l'animal. Pyro, qui roule sous antidouleur, fait quand même 15 et finit dans les points. Le miraculé du Mugello, le crash test demi préféré de Bologne. Et je reviens sur Miller, parce que dans sa déclaration d'après-course, moi j'aime bien aller chiner un peu les petites interviews insignifiantes. Il nous fait ce qu'on appellera une galinette cendrée. Alors pour les plus jeunes d'entre nous, Pierrot, tu connais la galinette cendrée ? Oui, le sketch, je le connais. Oui, voilà. Bon, il dit, j'ai repris in extenso son interview, parce qu'il dit, je traduis avec mon Nelson Montfort en Bélide, j'ai fait 18e en Autriche, qui est la dernière course qui s'est courue avant Misano. Mais il y a finir 18e et finir 18e. C'est le même résultat, mais c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Après, il explique pourquoi je suis vache en disant qu'il fait la galinette cendrée. Plus sérieusement, il dit qu'il n'y a rien qui allait de chez rien en Autriche. Tout s'est passé de travers. Et là, en fait, la qualif l'a montré. Ils ont bien réglé la moto, il a bien piloté. Et sauf son erreur magistrale du 3e tour, il se fouette encore de ça. Il pensait être devant, quoi. On peut le penser aussi. Après, voilà pour la course en elle-même. Je ne sais pas si vous avez vu des highlights que je n'aurais pas vu du fait que je digérais mon poulet et mon Bourgogne le dimanche. Je me suis fait chier, moi. Sérieux. Non, parce que quand même, il y a la petite pépite de l'avant-dernier tour quand même, avec Lorenzo qui se la met. Alors je suis pas pour les chutes, je veux dire, mais quelque part ça montre quand même que Dovi était pas en train d'amuser la galerie, parce qu'à un moment il se faisait littéralement bouffer, parce qu'il se faisait reprendre jusqu'à 5/10 au tour. Donc on se demandait s'il était pas en train de perdre ses pneus ou de lâcher le steak. Et en fait, c'est juste que les autres ont entre guillemets surroulé, et le seul qui s'est surroulé sans tomber, c'est Marquez. Oui. Si je comprends bien. Et Dovi, il a déclaré qu'il avait été obligé de préserver ses pneus, parce qu'il savait très bien que Lorenzo, il allait revenir fort en fin de course, vu que c'est son point de force. Donc il était obligé de donner un peu moins pour pouvoir après, du coup, quitte à se faire reprendre un peu plus tôt, à tenir la fin de course. Ça me rassure, parce que je me demandais même s'il n'était pas de ces genres, il serait passé sur une carto, alors fameux mapping 8, 9, 10, 11, 12, parce que plus d'essence. J'étais en train de me faire des films, et comme il m'est sympathique, le Dovi, je préférais qu'il gagne. Non, mais Lorenzo,
il est top pilote et ça chute, ça se joue à rien. Hein, c'est le gramme de trop de pression sur le levier et le pneu usé, et voilà. C'est pas de bol. Cyril, tu as pas eu d'arrêt cardiaque, donc celui d'arrêt cardiaque que tu as failli avoir, c'est littéralement de trop te faire chier, quoi. Non. Après, ce qui était intéressant pour revenir à ce que tu disais, c'est qu'effectivement, ils sont allés dans le box Ducati à 5-6 tours de l'arrivée, où justement, quand Lorenzo remontait, et alors je sais plus quel team manager a répondu au micro, et il a dit là on voit que Dovi il a besoin de remettre un petit coup de collier pour éviter que ça revienne trop fort derrière, mais a priori il a encore 1 ou 2 dixièmes dans la poche. C'était à peu près ça, quoi. C'est-à-dire que il a bien géré ça. C'est tellement ingénieré et prévu que effectivement tu peux imaginer que Lorenzo, Dovi choisit son rythme. C'est ouf. C'est dingue. C'est pas comme à Phillip Island l'année dernière où ils avaient juste choisi de s'égorger tous. Là, ils étaient plus en mode gestionnaire. Gestionnaire, c'est des funambules les mecs. Hein, mais, j'ai eu l'impression de les voir tous partir à leur rythme. Alors il y a eu un petit peu de mise en place, on va dire, dans les 3-4 premiers tours. Et puis après, une fois que Dovi est parti en tête, tout le monde a roulé en suivant son rythme, on va dire, prévisionnel ou le rythme de course. Ce qui fait qu'on a vu assez peu de dépassements. Tu vois, après, Vignales, pareil, il est parti à son rythme à la 5e place et puis il n'a jamais été en mesure de récupérer Rins. Pareil pour Rossi qui n'a jamais pu rattraper Pedrosa qui était devant lui. Voilà, donc du coup, il n'y a pas eu énormément de dépassements, donc j'ai trouvé que c'était assez monotone, quoi. Mais après, c'est aussi les pistes qui veulent ça. Hein. Il y a des pistes qui sont moins propices au dépassement. Après c'est comme ça. Du coup, j'ai trouvé assez étonnant que Dovi nous sorte une victoire un peu à la Lorenzo, assez nette et écrasante. Très autoritaire. Je crois que j'ai jamais vu une victoire de Dovi en MotoGP aussi écrasante. À chaque fois, ça joue sur le fil avec la bagarre de Marquez ou d'un autre, quoi. Il avait souvent Marquez dans le top case, ouais. C'était bon, les gars, je vous laisse les clés, vous mettez d'accord, moi je fais un. C'est ça. Et ok, autoritaire le garçon. Mais c'est bien, ça va lui donner la confiance. Tu sentais. Enfin, moi, j'avais l'impression que depuis que Lorenzo s'était mis à faire des bons résultats et notamment plus de victoires que Dovi, c'était, je sais pas, il était moins à l'aise en conférence de presse. Ouais, les vases communicants. Et là, je pense que ça va lui faire du bien d'avoir une victoire aussi belle. Mais dans la catégorie café du commerce, j'ai une question qui est presque innocente. KTM, il y a les effets d'annonce qui disent qu'ils veulent mettre des gros sous et des gros moyens sur le MotoGP. Mais quand je regarde maintenant que la mi-saison est bien passée, on dirait des tréteaux, leurs Brel, ils n'ont pas l'air de fonctionner. Alors est-ce que c'est parce que les pilotes sont pas tellement exceptionnels qu'ils peuvent pas transcender la Brel, à l'image d'un Stoner à une époque ou Marquez, ou est-ce que Zarco va en chier l'année prochaine et faire de la mise au point comme un pilote d'essai? Parce que là, je dirais que Smith, ils sont fous. Honnêtement. Ouais. Non, mais voilà. Déjà, j'ai l'impression qu'il roulait pas à fond et depuis qu'il a appris qu'il était pas reconduit, je vois pas pourquoi il se fatiguerait. Et j'ai l'impression que c'est son état d'esprit. Et puis, Paul, il revient de blessure, donc c'est toujours compliqué. Peut-être qu'il a pas réussi à revenir à 100% et que c'est pas dit, quoi, parce qu'après, c'est pas forcément les pilotes qu'on vient interroger le plus. Oui, bien sûr, hein, mais au moins ils ont pas dit qu'on leur filait des bécanes de merde comme pour Aprilia. Mais ils l'ont sorti leur moteur qui tourne dans le bon sens là ou pas, KTM? Je sais pas. J'aime bien KTM, en plus je suis pas en train de me foutre d'eux en fait, mais je suis surtout inquiet en tant que cocorico cocardier que Zarco se récupère une espèce de... c'est pas des merdes, attention, mais tu vois ce que je veux dire, que on aurait, avec les effets d'annonce de Zarco qui signe ses KTM et aussi Poncharal qui dit que KTM est prêt à relever le gant, on s'imaginait que soit en fin d'année, soit l'année prochaine, ils allaient être compétitifs. J'en suis moins sûr maintenant. Hein. KTM, ils ont annoncé qu'ils préparaient la moto pour Zarco.
Mais soit ils l'ont dans la poche et ils veulent pas la sortir pour Espargaro et Smith, mais moi ça m'étonnerait quoi. M'étonnerait quand même, ouais. Donc il faut que dans l'intersaison ils réinventent la moto quoi. Bah ça, tu verras les résultats à Valence, hein, ça va être assez simple. Hein. Quand il touchera la moto après le GP, on verra les temps autour. Hein. Ouais, sachant qu'en plus c'est pas révélateur non plus parce qu'ils essaient avant saison ou même fin de saison. D'accord. Je sais pas, est-ce que c'est révélateur Si, c'est pas non plus une vérité absolue, mais au moins ça donnera une indication de est-ce qu'elle est bien née ou est-ce qu'il faut un peu lui refaire. Tu pourras au moins comparer avec les premiers tours de route Zarco sur Tech 3 il y a 2 ans. On verra où il en sera à ce moment-là. Après, c'est vrai que ça va pas être à condition de piste équivalente, c'est jamais la vérité vraie. Mais au moins, tu vois s'il est dans la demi-seconde ou dans la seconde, c'est que t'es dans le même monde. Ça se tente. Et puis on a le pilote d'essai maison qui est encore dans le plâtre et qui peut pas faire travailler sur la machine, donc c'est compliqué. Je pense que le programme de développement a été assez bouleversé par les blessures de Paul et la grosse chute de Kallio. Je pense que Baz a dû faire des retours, j'imagine, sur la machine, mais bon, c'était des conditions de piste particulières en plus à Silverstone. Donc je sais pas, après je crois qu'ils avaient testé effectivement le moteur avec le vilebrequin rotatif à contresens, mais je sais pas s'ils l'ont mis sur la moto. Nous verrons. En tout cas, voilà. Et j'avais la même remarque un peu Cassandre concernant Iannone et Aprilia, parce que après c'est pas comme si Iannone avait eu le choix, hein, mais il est allé chez Aprilia et ils ont l'air aussi un peu de patauger, Aprilia. Enfin là, j'enfonce une porte ouverte et puis je hurle avec les loups. Mais c'est compliqué, on dit comme ça, pour être poli, hein, c'est ça ? Bah oui. Pour Aprilia. Oui, c'est très compliqué quoi. Moi, je trouve que, j'ai déjà dit, hein, ils ont régressé par rapport à Suzuki qui arrivait plus tard que en catégorie et qui font de meilleurs résultats sur l'année. Je trouve qu'ils ont régressé, ou en tout cas, ils ont arrêté de progresser. C'est vraiment dommage parce que moi, quand j'ai commencé à regarder MotoGP, c'était une des Team Factory, on va dire satellite Factory, parce que ou Factory de seconde zone qui était le plus intéressante à regarder. Maintenant, ils se font passer par la moitié du plateau satellite qui roule sur des GP16 ou des GP15. Ouais, l'image que j'en ai, c'est comme un team privé en fait. Mais ça fonctionne comme un team privé en fait. Hein. C'est le team Gresini qui était à l'époque Honda Satellite et donc a perdu la Honda Satellite et qui s'est adossé à Aprilia. Enfin, Aprilia s'est adossé à la structure, donc c'est l'équivalent d'une team privée. Ça peut expliquer déjà ça. J'avais plus ça en tête, mais effectivement, c'est peut-être un fonctionnement plus spartiate qu'un Honda. Il y a déjà d'énormes différences de budget quand tu veux. Tu peux pas comparer le budget d'Aprilia et le budget de Honda. Enfin, là, on est dans deux mondes totalement différents. Je les ai pas sous la main, hein, mais à mon avis, oui, c'est incomparable. Bon, en tout cas, on leur souhaite le meilleur. Oui. Mais bon, parce que ça permettrait de mettre un peu de piment dans certaines courses. Oui. Il faut des constructeurs. Ouais, parce que là, c'est comme au tennis, hein, t'as toujours les 3 ou 4 mêmes qui... Miller aurait pu faire un peu la gascu, mais ça n'a pas fonctionné. Bon. Tu vois, en termes de points au championnat, Aprilia, ils sont derrière Avintia, ils sont derrière Angel Nieto, ils sont derrière KTM, ils sont avant-derniers, ils sont juste devant Marc VDS. Donc, putain. Okay. Et Marc VDS qui roule avec deux rookies, si je me trompe pas. Donc, ouais. Voilà. Et puis avec des Honda de merde. Voilà. Oh, on dirait moi, ça va pas, non ? Non, attends, faut dire ce qui est. Il y a que 3 Honda sur le plateau, quoi. Le reste, c'est... Non, mais... Enfin, les Honda clients chez Marc VDS, enfin, voilà, ils ont mis une manette dessus et puis c'est tout, quoi. Bah oui, voilà. Un CB Miller et hop, c'est parti. Et vas-y, roule ma poule. Enfin, c'est comme ça. T'enlèveras les freins. Ouais, enlève les clignots aussi. Donc on parle quand même du gros événement de ce week-end. Le dossier. Ouais, le gros dossier. Fenati. Rappel des faits. Ouais.
Rappel des faits, mais depuis quand alors, en fait? Si je vous laisse parler, parce que vous suivez mieux que moi le Landerneau des catégories. C'était déjà en Moto 2 qui s'était fait kicker de chez VR. Moto 3. Moto 3. En Moto 3. Donc ouais, voilà, j'ai un peu vendu la mèche, mais qu'est-ce qui s'est-il passé dans le passé pour faire un petit peu le pédigré de Fenati? Quitte à ce que ce soit son procès. Si je me trompe pas, normalement, il a toujours montré qu'il avait un talent pour ne pas savoir gérer ses émotions et du coup avoir des coups de sang. On l'avait vu en 2015 en Argentine, du coup en Moto 3, donner un coup de pied à Niklas Ayo, alors qu'il roulait pour le team VR46. Et juste après, du coup, il lui avait éteint justement à Ayo sa moto au coupe-circuit lorsqu'il tente de faire les démarrages arrêtés là pour s'entraîner pour les départs. Oui. Et du coup, c'était lors du warm-up. Du coup, Ayo, il avait dû sortir de la piste. Limite, il était arrivé en retard sur la ligne de départ, quoi. Enfin, c'était n'importe quoi. Quelle nuisance. Ouais. Du coup, il y avait ça. Il y avait une fois où, alors c'était en Moto 2. Il s'était fait virer de son team parce qu'il s'était engueulé avec tout son team, quoi. C'était en Moto 3 aussi. C'était en Moto 3 chez VR46 aussi, où il s'est fait virer. C'était allé assez loin. À mi-saison, Il s'était pas vraiment sorti dans la presse qu'il s'était dit, mais je pense qu'il avait reçu un avertissement une première fois, et quelques mois plus tard, il avait à nouveau pété un câble dans son box, et c'était fini, quoi. Ouais. Et du coup, là, en course, alors on va essayer de situer les choses. Apparemment, il y avait déjà eu un incident entre donc Stefano Manzi et lui au virage numéro 4 un petit peu précédemment. Donc effectivement, Manzi a effectué une manœuvre qui était dangereuse, et la direction de course a décidé de le pénaliser de 6 places sur la grille de départ pour la prochaine course. Donc effectivement, Manzi était coupable d'une faute, on est d'accord. Maintenant, juste un peu après, du coup, quand Fenati a réussi à revenir à hauteur de Manzi, qui commence à le doubler et qui tend la main gauche pour prendre le levier de frein de Manzi et donc actionner ce levier de frein assez violemment. C'est un incident grave parce que pour le coup c'est même pas un fait de course, quoi. C'est vraiment une intention intention de nuire qui est très forte. Donc on voit bien, enfin moi de ce que je comprends, on voit bien qu'il freine pas jusqu'au bout pour le faire chuter l'adversaire. Il donne juste un coup sur le frein et relâche, genre me cherche pas, quoi. Mais ça suffit pour créer un accident et faire blesser, voire pire, son concurrent. Et c'est pas tout de suite que Manzi va chuter, je crois, mais c'est juste après, effectivement. Sur le coup, Manzi réussit à rattraper le coup. Je crois qu'ils étaient à 260 km/h quand même. Quand il manque on voit bien l'avant qui plonge sur les images. Enfin, ça freine quand même, quoi. Et ouais, du coup, moi j'ai vu ça, j'ai halluciné. Au début, j'y croyais pas. Au début, j'ai fait non, qu'est-ce qui se passe? Oui, moi je savais même pas que c'était possible, tu vois. Mais... Et déjà, je sais même pas comment il arrive à lâcher son guidon à 260 km/h pour aller choper le levier d'un autre, mais apparemment c'est possible. Quand t'es con, tu sais, tu découvres des capacités. C'est vrai que la connerie comme l'adrénaline, ça permet de décupler la capacité. Et du coup, sur le coup de la course, heureusement, pour une fois, la direction de course fait une action que je trouve légitime et qui est bien mesurée, c'est drapeau noir, donc exclusion de la course immédiate. Il n'y avait pas d'autres solutions pour moi, c'était pas possible. La direction donc ça c'est la direction de course. Le lendemain, ou c'est le soir même, j'ai un doute. C'est dans la foulée. La FIM. Dans la foulée, il prend 2 courses de suspension. D'accord, donc c'est dans la foulée. 2 courses de suspension, et là je me dis c'est léger pour ce qu'il a fait, c'est vraiment une peine hyper légère. Ça limite, il y a des gens qui font beaucoup moins et qui prennent autant, voire plus. Et du coup après forcément il y a un buzz énorme sur les réseaux sociaux et même les médias traditionnels pour une fois qui en parlent. Et du coup on apprend d'abord que son team se sépare de lui donc aujourd'hui. Et dans la foulée, un peu en fin d'après-midi, le team pour lequel il devait rouler l'année prochaine, donc c'est MV Agusta qui faisait son retour en Moto 2, a cassé son pré-contrat et du coup il ne courra pas pour l'année prochaine non plus. Et enfin, dans la soirée, une association de protection des consommateurs et des conducteurs italiens a porté plainte pour tentative d'homicide volontaire
de Fnatic, ouais. Donc ça part assez loin, je pense. Ouais. Enfin, je pense pas que ça ira plus loin que ça. Moi, j'espère personnellement que effectivement ne plus le revoir en Grand Prix internationaux. Je pense que ça passe sa place ici. Je pense qu'il a besoin de faire une grosse pause, d'aller voir un psychologue pour gérer ses accès de colère. Et peut-être que dans quelques années, on sera content de le revoir sur un circuit, peut-être, je sais pas, en Italian Superbike ou ce genre de choses. Mais visiblement, là, faut qu'il comprenne qu'il a fait quelque chose qui n'est pas, qui est impardonnable presque. Ah bah pas presque. Hein. Non, je dis ça parce que c'est quand la sauce se met à vouloir lui coller un procès, je vois que en fait, je pense que c'est aussi beaucoup. Je suis pas en train de défendre cet animal, du tout, au contraire, mais j'ai l'impression que c'est plus pour l'image qu'il a donnée, parce que c'est largement déjà rediffusé, puis on a vu que les médias sont friands de conneries, et là ils sont servis, ils ont eu qu'à se baisser, donc ça véhicule une image de gros connard qu'il est, et ça met en danger effectivement la personne qui est son coéquipier. Mais dans ce cas-là, il pouvait aussi foutre Yannone en cabane, eu égard à ses bloc pass désespérés. Hein. Ouais. Mais non, honnêtement, je suis d'accord sur le fond. Après, je pense qu'il faut faire comme de le condamner pour 1 centime, tu vois, ou faire quelque chose qui marque le coup. Par rapport à la tentative d'homicide, je sais pas comment ça va se gérer cette histoire, mais après c'est le juge qui décidera s'il faut aller plus loin ou pas, poursuivre. Je pense que là, tentative d'homicide, de toute façon, c'est inqualifiable, mais je sais même pas, je suis pas juge, je sais même pas, je connais pas le droit italien, mais je sais même pas. Ça reste un circuit fermé, effectivement. C'est pour ça que je soulignais juste l'aspect un peu, mais je pense que la sauce a fait ça, certes pour faire parler d'elle, et pour aussi, même au-delà du coup de pub éventuellement, si on peut leur prêter je pense une bonne action, c'est de plaider pour la sécurité routière, quoi. C'est sûr. Mais c'est vrai que c'est un peu deux mondes, quoi, le GP sur circuit et la sécurité routière. Et toi, Cyril, alors ton avis? Après, ce qui plaide pas en la faveur de Fenati, c'est que, comme tu l'as rappelé, c'est pas la première fois, on le connaît. Enfin, il y a évidemment que les médias traditionnels qui découvrent que y a des têtes brûlées en Moto 3, en Moto 2 et en Moto GP. Bon, nous, on l'a vu déjà par le passé. On savait qu'il était compliqué à gérer en dehors de la piste et sur la piste. Bon, là, il a montré... il a clairement été trop loin. De toute façon, les 2 grands prix de suspension, moi, j'étais de ton avis, c'était beaucoup trop léger. Mais bon, de toute façon, après, les teams, elles réagissent aussi à ce genre de comportement. Et c'était évident que ça allait finir comme ça pour lui. Enfin, le directeur d'Augusta a tout de suite tweeté dans l'après-midi qu'il voulait pas être associé il voulait pas que sa marque soit associée à cette image qu'un pilote soit associé à sa marque, qu'un pilote avec ce comportement. Il a laissé aucune place. Non, ça a été assez direct. Et puis il était assez incendiaire. Puis de toute façon, c'est des choses qui sont inacceptables sur une course, donc de toute façon, après, comme tu l'as rappelé, le drapeau noir direct, il y a même pas de discussion à avoir. Après, je trouve que l'association va peut-être entre guillemets un peu loin, parce que je sais pas trop comment dire, mais après voilà, maintenant Fenati, je sais pas si on va le revoir sur le plateau l'année prochaine. Ça va être compliqué, hein. Là, le gars, il s'était déjà fait gicler du VR46. Pareil. Il y a une étiquette qui lui colle à la peau. Mais bon, le problème, c'est le Sami Nasseri, du paddock, quoi. Hein. Ouais. Enfin, je sais pas, mais. Et moi, j'ai une interprétation qui, s'il veut, je lui file gratos pour son avocat. Dans les faits, il essayait de serrer la main à son adversaire. Ouais. Bon, ça se tente. Après, il croyait que la course était finie. C'est ça. Il voulait serrer la paluche comme Marquez Rossi, tu vois. Vas-y, serre-moi la pince. Et malencontreusement, son gant a raccroché le levier de frein.
Ouais, c'est compliqué Voilà. à justifier. Et ça fait en parlant de gestes marrants, pas marrants, dans quelle course était-ce que il y a le gars qui croyait qu'il avait gagné, qui tente un wheel et qu'en fait il est deuxième? C'est Martin en Moto 3. Martin en Moto 3, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. J'ai pas compris parce qu'effectivement je l'ai vu se dresser sur sa brelle avant l'arrivée. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe, il a mal au cul ou quoi. Et après tu revois quand c'est filmé de toi que c'est une tentative de wheel parce qu'il te fait croire qu'il était arrivé, je sais pas. Enfin vous avez vu ça comment ou... Je sais pas, je sais pas ce qu'il essaye de faire. Je sais pas ce qu'il essaie de faire, je sais pas s'il essaie de lever la moto et la jeter genre un sur la petit ligne, peu plus ouais. loin. Ah oui, comme en vélo, comme en vélo. Ou alors Wow. si un tout petit peu avant, il y avait une autre ligne blanche qui traversait la piste, il a confondu. C'est l'impression je sais pas. que j'ai eu, c'est qu'il a dû croire que la ligne était un peu avant. Ouais, c'était difficile. Enfin, on n'en sait rien. Pour autant, c'est pas pour me foutre de lui, mais ça m'a surpris. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut? Mais bon, on a quand même eu un triplé italien c'est vrai. à Misano, donc C'est le petit mot Cocorico, mais italien, quoi. Le petit mot de Rossi était sympa bruit, parce qu'ils lui ont demandé bon bah voilà votre week-end et tout. Il dit bah moi j'ai galéré tout le week-end, enfin on n'y arrive pas. Mais il dit bah je suis quand même content parce qu'il y a quand même c'est quand même un beau Grand Prix pour les Italiens puisqu'ils gagnent dans les 3 catégories. Ouais, c'est vrai. Et il a eu son petit mot pour Fenati et il dit bah oui mais il y a Fenati quoi. Et ouais. Voilà quoi. C'est oui. Et d'ailleurs, faut quand même dire que Romano Fenati a fait une lettre d'excuse dans l'après-midi. Quand même. Ouais, il s'est excusé. Moi, j'ai trouvé que les excuses paraissaient sincères. Après, quand il dit ceux qui me connaissent savent que je suis pas comme ça dans la vie, ceux qui te voient courir, ils t'ont déjà vu faire pas mal de conneries aussi, quoi. Donc si tu veux, c'est compliqué de justifier de dire ouais c'est la première fois, tu vois, un mec comme Lorenzo ou Pedrosa à qui ça prendrait un coup de sang, ou même il y a eu des images qui sont ressorties où une fois Stoner est allé voir De Pugnet sur la piste et lui a tapé dans l'épaule en lui disant qu'est-ce que tu fais quoi. Je crois que c'était dans une EFP ou je sais pas quoi, mais voilà, Stoner il l'a fait une fois dans sa carrière et il a pas non plus bloquer le levier de frein, quoi. Il est allé le voir pour lui... Moi, ce que je m'imagine, c'est que s'il s'était tapé dans le bac, commencé à se mettre des pains, il n'aurait pas été aussi lourdement sanctionné. Bien sûr que non. C'est un peu comme quand on pensait que Prost allait mettre une tête à Senna au Japon, quoi. Tu vois, ça passe à ça, mais bon, pareil, c'est comme au hockey, tu vois, la petite séance de baston organisée. Ouais, mais là, à 200 et quelques dans la ligne droite, tripoter le frein en saignette, pas moyen. Petit point championnat. Alors en Moto 3, on a Martin en tête avec 166 points, devant Bezzecchi 158, Di Gianantonio 137. En Moto 2, on a Bagnaia avec 214, Oliveira 206, Binder très très loin 119. Ouais, c'est un duel. C'est clair. Et en MotoGP, on a Marquez en tête avec 221, Dovi deuxième avec 154 et Rossi 151 points troisième. Et on a Zarco septième avec 110 points. Et donc donc pour le MotoGP, ça semble quand même plié, on va dire. Ouais. Là, il y a quoi ? Il y a 67 points. Ça va être compliqué. Ouais. C'est très 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 compliqué. Après, comme un petit coup de motocross. Non, mais comme tu le disais, il y a énormément qui va. Il y a beaucoup du début de saison 2019 qui va jouer maintenant. Comme tu le disais, si Dovi réussit à regagner 2-3 courses d'ici la fin de saison, ça peut leur mettre vraiment sur une bonne dynamique à ce niveau-là. Lorenzo, c'est la même, c'est-à-dire que s'il continue à faire des belles courses, ça peut que le mettre en bonne position pour l'année prochaine. Et puis, il ne faut pas oublier qu'Yamaha a une bécane à développer quand même. Et que, autant s'y mettre maintenant, quoi. Ouais. Parce que là, de toute façon, la saison est foutue. Même Rossi, 3ème, 151 points. Puis Vignales, Vignales au championnat, c'est une catastrophe, quoi. Je sais pas si vous avez regardé, mais vous avez pas regardé. C'est la dégringolade. Ah oui, Vignales au championnat, il est 5 points devant Crutchlow, 14 points devant Zarco. Enfin, c'est... Oui, il est pas loin de l'abysse. Ouais, pour un pilote usine Yamaha, on est loin du compte. Hein. On est loin du compte. Mais bon,
après, c'est comme ça. Pierre, t'avais un petit jeu ? Ouais, alors pour changer un peu, vu que le format audio se prête bien, je voulais vous faire écouter un petit son, et vous me dites si vous reconnaissez ce que c'est. Alors... Moi, je dirais c'est quand t'es allé chercher le pain ce matin. Non, raté. Ah non, c'est pas un deux pattes, ça. Je vais pas être original, mais je vais dire le moteur Triumph sur banc d'essai. Ouais, exactement. C'est le prochain moteur Triumph Moto 2 765 cm3. Et pour passer les rapports comme ça, il était sur un banc sur de test banc. ou c'était sur... Ouais, il était sur un banc. C'est marrant, à force de regarder ce genre de vidéos, c'était pour les moteurs de F1, c'est pareil, le rythme de passage des vitesses, c'est très... Enfin, il le massacre le plus possible, quoi. Ouais. on a l'impression, en tout cas, que il n'est pas en train d'entraîner une moto, mais effectivement, j'ai pas triché, hein, mais le rythme de passage des rapports, en fait, me surprenait. Il prend des tours, le truc, hein. Ouais, et puis honnêtement le bruit, moi j'ai kiffé. Quand j'écoute, ça siffle. Tu dis ouais, ça siffle bien, ça envoie du lourd. Ouais, donc on peut espérer que ça compensera la e-moto. C'est ça. La semaine prochaine, dans 2 semaines du coup, je vous ferai écouter un autre petit son et vous me direz. Tu nous concoctes. Ouais, c'est sympa ça. Un truc un peu sympa, un peu croustillant. Bah ouais. Mais non, même moi je sais pas encore. Faut que j'y réfléchisse. Ouais, alors on va revenir au concours, donc cette fois-ci des goodies. Voilà, c'était la première fois où on avait la bécannerie avec nous, donc pour offrir des stickers donc dans le package de goodies. Et on est très content donc d'avoir donc cette boutique en ligne d'équipement moto qui s'associe à nous jusqu'à la fin de saison donc pour les stickers. Et c'est Thomas qui a gagné pour ce Grand Prix puisqu'il avait trouvé Lorenzo en pôle. Et je vais un petit peu briser un petit peu l'intimité de nos échanges puisqu'il m'envoie son adresse pour que je lui envoie les goodies et je lui dis ça part très vite. Et réponse de motard comme l'avant de Lorenzo. Donc j'ai trouvé que c'était assez sympathique. Moi, ça me parle, ou comme mon avant à moi sur une plaque de gasoil aussi. Hein. Qui n'a pas perdu l'avant ça arrive. Quand tu pilotes, enfin que tu pilotes, je suis pas un pilote. Jolie remarque. C'était sympathique, j'ai trouvé. Presque, c'est assez salopard pour être cité dans ce qui en pôle. C'est méchant. Voilà. Non, c'est une qualité pour moi. Bon, le petit bitchage. Pour compléter un petit peu donc jusqu'à la fin d'année avec la bécannerie, donc on va organiser aussi dans le même ordre d'idée donc un concours aussi donc qui va se dérouler plutôt sur le début novembre, c'est-à-dire à la toute fin du championnat, donc où il y aura aussi des lots avec la bécannerie à gagner. Voilà, donc tenez-vous au courant en continuant de nous écouter, et vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter pour avoir des nouvelles sur tout ça. Et je crois que pour la semaine prochaine, donc on va faire exactement le même concours pour les goodies. Donc il faudra trouver qui sera en pôle à Aragon. Et cette fois-ci, on le fera sur Facebook. Donc on vous mettra dans le billet le lien vers notre page. Comme ça, vous pourrez suivre aussi notre page qui n'est pas ultra vivante. Mais voilà. Donc le prochain concours, il ne se déroulera pas sur Twitter, mais sur Facebook, histoire de varier un petit peu les plaisirs. On reviendra sur Twitter, vous inquiétez pas. Oui, on sera toujours sur Twitter pour tout ça. Et voilà quoi, on a fait le tour de ce Grand Prix. Quelque chose à ajouter, les petits gars ? Non, mais merci de m'avoir repris. J'étais parti au soleil pendant 2 mois et vous avez assuré comme des bêtes. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir de télécharger depuis l'Australie les podcasts et de me tenir au courant par votre biais. Moi, j'avoue, j'ai triché, j'ai trouvé des retransmissions sur les télés locales. Ouais. Parce que vous savez qu'ils aiment bien la moto là. Ah oui.
Il paraît, oui. Et, bon, ils ont quelques raisons aussi. Avec les moments, c'est le fait la poule. Non, c'est des furieux. Hein, donc, sur les chaînes nationales, ils passent le MotoGP. Bon. Voilà. Bon, Du coup, on se retrouve pour la victoire de Marquez à Aragon, j'imagine. Ouh là là, bah ça, je crois que j'ai piscine. Hein. Pourquoi c'est sa deuxième maison là-bas? Enfin, sa troisième après. Ouais. Je sais pas. Il a gagné l'année dernière en tout cas. Voilà. Bon. Ouais. Il va en gagner encore un petit paquet. Là. Et celui qui met 10 balles sur une victoire d'Yamaha. Je préfère miser sur Siméon. Non, mais je suis en fait qui aime bien châtie bien. On les attend et plus t'as de tentes, plus tu peux être déçu, forcément. Donc là, c'est bon, on est servi. Ah bah. J'ai les capteurs à déception saturés, là, comme les oreilles à la fin d'un concert d'ACDC. Voilà. T'es dans la phase de résignation, je crois, comme dirait le psychologue. Et colère aussi, tu sais ça. Il reste des beaux restes. Non, parce que pas faire des conneries avec des leviers de frein, toi. En étant totalement partisan et fanboy jusqu'au bout, en faisant semblant de l'assumer, t'as presque l'impression, même si c'est pas forcément le cas, que Yamaha nous gâche la fin de Rossi. Mais bon, c'est mon avis. Il y a peut-être pas que ça. Hein. Mais si même le genou n'y arrive pas, c'est peut-être que la bécane, c'est pas ça. Mais la saison n'est pas finie. Et il reste un an. Alors moi, j'ai ma petite théorie là-dessus. Ouais. Je pense que si Yamaha ne gagne pas une course d'ici la fin de saison, Lynn Jarvis en conférence de presse annoncera le remboursement des casquettes et des t-shirts. Je fais mon petit salaud, mais voilà, je pense qu'il mérite que ça. Enfin, pas lui, hein, mais et ils seront obligés de vraiment boire du Monster. Ou alors on leur fait boire du Monster, ils boivent que ça. Ou alors t'en fous dans le résé, on sait jamais. Non, mais je pense que Lynn Jarvis, il va déclarer à tous les autres teams, si vous ne nous laissez pas gagner, on embauche Fenati pour l'année prochaine. Oui, en wildcard là, de temps en temps. Histoire de bien faire le ménage. Exactement. Bon. Ah oui. Sur ce, à dans 2 semaines. Salut tout le monde. Ciao, messieurs. Tchuss.